Et en attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Salut. Et coupé. Eh bien, c'était un bon tournage. Moi, je suis crevé, moi. Allez, je vais me reposer. Attention, Bola! Un élément scénaristique improbable placé là pour justifier ton absence de plus d'un an sur ta chaîne principale! Mais de quoi est-ce que tu parles? Bola? 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 Ah, je crois qu'il se réveille. Il s'est passé quoi? Bah, t'as glissé sur une peau de banane et tu t'es évanoui. Ah! Et je suis resté inconscient longtemps? Je dirais un an. Pardon? Non, mais tranquille, hein, je me suis occupé de nourrir Capi. Qui? Bah, Capi, le capybara que j'ai adopté. Ah, d'accord! Ah, et comme je savais pas trop quand t'allais te réveiller, bah, je t'ai fait une compile de tous les trucs que t'as ratés. Tiens, regarde. 6 hours later. Eh ben, j'ai raté une sacrée année. Mais bon, au moins grâce à toi, je sais de quoi on va parler pour mon retour. Bah, tu sais, hein, j'ai fait que mon devoir. Ah, au fait aussi, t'as perdu ton taf. Pardon? Bon, eh bien, ça faisait quelque temps hein, qu'on s'était pas vu sur cette chaîne. Désolé. C'est bientôt la fin de l'année, c'est donc l'occasion parfaite de faire un petit bilan de cette année pop culturelle. Et je pense que l'un des phénomènes qui a le plus marqué l'année, c'est sans nul doute K-pop Demon Hunter. C'est bien simple, je suis sûr que vous avez déjà vu, entendu, parler et peut-être même chanter du K-pop Demon Hunter, et si ça se trouve sans même avoir vu le film. Bah ça va, le film a pas été tant vu que ça. 236 millions de vues en l'espace de 7 semaines après sa sortie. Bon, pour vous donner une petite stat comme ça, c'est comme si tous les Français avaient vu le film 3,5 fois. Quand je dis tous les Français, c'est tous ceux allant de 0 à 100 ans et plus. Hein. Et encore, ce chiffre date de la fin du mois d'août. Depuis, le film a dépassé les 325 millions de vues, devenant le film le plus vu de la plateforme. Et ce succès, il y a de quoi surprendre quand même. Bon, ok, on pouvait s'attendre à un film avec des chiffres remarquables, mais quand même là, en fait, c'est pas si surprenant que ça. Je veux dire, quand on prend le temps d'y réfléchir, c'est plutôt un bon calcul de la part de Sony Pictures. Et c'est surtout la preuve que la Corée du Sud, elle a réussi son pari, c'est il y a plusieurs années de ça. Attends, de quel pari tu parles? Aujourd'hui, on va donc tenter de comprendre un petit peu toutes les raisons derrière ce succès, et surtout tout ce qui se cache derrière. Alors préparez votre meilleur saut de popcorn, nous on remet une pièce dans la machine, bienvenue dans les raisons de l'incroyable succès de K-pop Demon Hunter, bienvenue dans Popcoin. Non mais t'as pas dit de quel pari tu parlais? Ici Bola et Groin, salut les gens. Bon, quand on prend le temps d'y réfléchir, K-pop Demon Hunter, c'est un film qui parle de la Corée du Sud, mais réalisé par un studio américain. Bah oui, derrière, c'est Sony Pictures, le studio à qui l'on doit les excellents Spider-Man Into the Spider-Verse, ou encore Hotel Transylvania, Les Rebelles de la Forêt, et même Tempête de boulettes géantes. Après Les Rebelles de la Forêt et Les Rois de la Glisse, Sony Pictures Animation revient avec un nouveau régal. Et ça pour marcher, le studio il va marcher. Tempête de boulettes géantes par exemple rapporte 185 millions de dollars au box-office pour un coût de production de 100 millions. Ouais, enfin, c'est un peu moins du double. Bon, certes, mais par exemple, Hotel Transylvania, c'est 385 millions de dollars au box-office pour seulement 85 millions en production. Si on parle de Spider-Man Into the Spider-Verse, le premier, c'est plus de 690 millions de dollars au box-office mondial pour un coût de production de 90 millions. Ah oui, là c'est quand même vachement mieux. Donc on est sur un studio qui sait faire des films qui fonctionnent. Et si on prend Spider-Man Into the Spider-Verse, l'une des raisons de son succès, enfin selon moi, c'est quand même son visuel assez fort. Et ce visuel fort, on le doit à un autre studio, toujours affilié à Sony Pictures Imageworks. Le studio, basé au Canada, est un spécialiste de l'imagerie et des effets spéciaux.
Rien qu'en 2025, ils ont bossé sur The Bad Guys 2, Les 4 Fantastiques et le live-action de Lilo et Stitch ou encore le film Minecraft. Et c'est donc à eux qu'on a confié l'animation de K-Pop Demon Hunter. Et enfin, dernier ingrédient et pas des moindres, le film est sorti sur Netflix. Et Netflix, c'est quand même un géant du streaming qui comptait fin 2024 plus de 300 millions d'abonnés. Fait quand même pas mal de monde. Oh bah tranquille, on en a presque autant d'abonnés sur YouTube et ah bah non en fait. Bon bah n'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir hein. Bon, ok, Sony Pictures Animation et Netflix, c'est deux mastodontes dans l'univers de la pop culture, et donc forcément une association entre les deux, on pouvait s'attendre à un vrai succès commercial. Ça répond pas à une question, pourquoi ces deux studios américains ont fait un film sur la culture coréenne? Surtout qu'à la base, Sony, c'est japonais, et les deux pays, ils s'aiment pas trop hein. Et donc, pour comprendre pourquoi K-Pop Demon Hunter a été le succès de l'année 2025, il faut déjà comprendre pourquoi deux studios américains ont fait un film sur la Corée Du Sud. Et pour comprendre pourquoi deux studios américains ont fait un film sur la Corée Du Sud. il faut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on parle autant de la Corée Du Sud. depuis quelques années. Et pour comprendre pourquoi est-ce qu'on parle autant de la Corée du Sud, et promis après j'arrête, il faut déjà que je vous parle du soft power coréen et de ce fameux pari dont je vous parlais en début de vidéo. Ah bah enfin. Donc, pour comprendre le succès de K-Pop Demon Hunter, il faut déjà comprendre ce que c'est que le soft power. Ok, pour bien comprendre cette notion de soft power, on va commencer par un petit exercice. Est-ce que vous avez déjà bu du Coca-Cola ? Est-ce que vous avez déjà été mangé dans un McDonald's? Est-ce que vous avez déjà porté des chaussures Nike? Vous avez déjà regardé Star Wars, Titanic ou Avengers? Vous avez déjà écouté Rihanna, Katy Perry ou encore Michael Jackson? On a beau être en France, il faut reconnaître qu'on a quand même pas mal de produits issus de la culture américaine. Et le soft power, c'est justement ça, la capacité d'un pays à exporter sa culture en dehors de son territoire. Défini par le géopolitologue américain Joseph Nye en 1990 dans son livre Bound to Lead the Changing Nature of American Power, le soft power, c'est donc l'habilité à séduire et à attirer. On peut traduire ce terme par puissance douce et on va donc souvent l'opposer à la puissance dure, le hard power. Rien de sexuel hein. Bande de cochons. Le hard power, c'est la puissance militaire d'un pays. C'est une notion quantifiable qui va compter le nombre de militaires et d'équipements militaires d'un pays, sa capacité, en cas d'un conflit armé, à pouvoir se défendre et riposter. C'est une notion essentielle dans les dynamiques de géopolitique. Pour autant, le soft power, c'est beaucoup plus compliqué à quantifier. Il est pourtant tout aussi essentiel, si ce n'est plus, que le hard power. Selon Nashidi Roulai, docteur en géographie au CNRS et à la Sorbonne de Paris, le concept de soft power met en perspective la notion de puissance dans un cadre non conventionnel. À l'intérieur des relations interétatiques, la tradition géopolitique distingue deux types de relations entre les nations. Les premières reposent sur la puissance traditionnelle, c'est-à-dire un rapport symétrique de rivalité et de négociation, le hard power ou puissance dure. Les secondes relations interétatiques reposent sur l'influence, soft power. Elles relèvent donc d'une relation asymétrique entre un influencé et un influent, lequel, par son prestige, par les liens qu'il a créés hors de ses frontières avec les élites et les populations étrangères, par l'attraction de son modèle culturel ou politique, par les préjugés favorables dont il jouit, a la capacité d'influencer les autres nations, d'obtenir par la coopération des résultats stratégiques en sa faveur et de définir l'agenda politique à l'international. En gros, le soft power, c'est un petit peu l'image que vous allez avoir tout de suite en tête quand vous entendez le nom d'un pays. En France, par exemple, pendant des années, on nous a vendu le modèle américain comme un modèle presque parfait avec l'American Way of Life, qui était dans toutes les productions audiovisuelles américaines ou presque. Bon, depuis cette image, elle s'est un peu cassée la gueule quand même hein. Alors, je prends beaucoup l'exemple du soft power américain, mais c'est pas pour rien. Encore aujourd'hui, une grande partie de la pop culture que l'on consomme provient des États-Unis, que ce soit des films, des séries, des musiques, des jeux vidéo, même des livres. Et cette diffusion de la culture américaine en France, mais en réalité un peu partout en Europe, elle vient pas de nulle part, elle commence surtout depuis la Seconde Guerre mondiale. Et plus particulièrement, la fin de cette dernière. En effet, les États-Unis ont sauvé la France de l'Allemagne et d'un petit moustachu pas super sympa.
Ouais, YouTube est un petit peu tatillon avec le mot en haine. Le problème étant que les pays libérés, ils sont en ruine, et il faut bien reconstruire. Mais les États-Unis vont proposer leur aide avec le fameux plan Marshall. Il s'agit d'un programme américain de dons et de prêts accordés aux États d'Europe pour aider à la reconstruction des villes et des installations bombardées lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ces prêts sont assortis de la condition d'importer pour un montant équivalent de l'équipement et des produits américains. Et comme les États-Unis ont plutôt une aura de modèle efficace, et ce depuis la Première Guerre mondiale, les pays vont pas vraiment avoir d'autre choix que d'accepter. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à parler d'américanisation de la France et du monde. Bon, alors évidemment, cette américanisation, elle est pas forcément vue d'un bon œil par tout le monde. Et très rapidement en France, des lois vont protéger la culture française pour éviter que cette dernière ne se fasse entièrement remplacer par la culture américaine. C'est ainsi que, dès 1972, une loi va obliger les chaînes de radio et de télévision à un certain pourcentage de contenu créé en France et par la suite en Europe. Et encore jusqu'à très récemment, cette loi va subir de nombreuses modifications pour augmenter ou diminuer ses quotas. Et en gros, aujourd'hui, les chaînes de télévision françaises sont obligées de diffuser environ 40% de productions françaises dans leur grille de programme. Ah ça explique pourquoi il y a autant de téléfilms français un peu neuneux sur toutes les chaînes télé. Ah oui, j'ai dit 40% de production française, j'ai pas précisé qu'il fallait qu'elle soit de qualité. Bon, alors je pense que vous l'aurez bien compris, le soft power, c'est un outil diplomatique. Mais c'est pas un outil diplomatique qui va s'adresser aux dirigeants d'un pays, mais c'est un outil qui va plutôt s'adresser à la population d'un pays. Et si on y réfléchit bien, en fait, le soft power, il a un autre nom, et cet autre nom, c'est la pop culture. Car, outre sa capacité à influencer les autres pays, le soft power permet aussi de donner quelques revenus passifs aux pays qui l'utilisent, par le biais notamment de la vente de produits dérivés par exemple, mais aussi par le tourisme. Quand on regarde des films américains, on nous montre des étendues sauvages, des villes ultra-modernes qui brillent de partout et qui sont gigantesques. Ça donne un peu envie d'aller voir ça en vrai quand même. Si le soft power et le hard power sont présentés comme opposés, ils sont en réalité très complémentaires. Soft power permettant, par exemple, de financer une partie du hard power. Et si le phénomène de l'américanisation vous intéresse, on pourrait en faire une vidéo dédiée, faites-le moi savoir en commentaire, j'ai très hâte d'avoir vos retours. Oui c'est bien gentil tes histoires d'Amérique là, mais la Corée du Sud dans tout ça? Alors, c'est vrai que lorsque l'on parle de soft power, on pense tout de suite au modèle américain, ça a été l'un des premiers à l'utiliser, avec, comme je vous le disais, l'américanisation, même si, on va pas se mentir, depuis quelques années, cette image de l'Amérique parfaite s'effrite pas mal. Et puis, je vous l'ai dit, c'est une notion qui a été théorisée assez tardivement, et du coup, certains pays s'y sont intéressés bien plus tard. Sauf que ces pays, ce sont eux qui aujourd'hui dominent le modèle du soft power, et par ces pays, j'entends surtout les pays de l'Asie. Alors, oui, le cas de K-pop Demon Hunter, c'est bien le cas de Korea qui désigne la Corée du Sud. Ah oui, c'est vrai que c'est ça à la base le sujet de la vidéo. Mais avant de vraiment parler de K-pop, on va encore continuer un petit peu notre voyage historique. Le 25 juin 1950 débute la guerre de Corée. En pleine guerre froide, le territoire du Nord est soutenu par l'URSS et le territoire du Sud est lui soutenu par les Américains et leurs alliés. Et cette guerre, elle va durer environ 3 ans et elle va aboutir à la création d'une nouvelle frontière séparant le territoire de Corée en deux, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Si la Corée du Sud se repose les premières années sur des produits étrangers, et notamment américains, dans les années 60, cette dernière réindustrialise le pays et développe notamment les domaines de la chimie, de l'industrie navale ou encore de l'électronique. Mais en parallèle de ces industries lourdes, le pays cherche aussi à redévelopper sa propre culture. Et tout s'accélère à partir des années 90. En effet, le ministère de la Culture est créé en 1990, le Bureau des Industries Culturelles suivra en 1994, puis en 2009, plusieurs agences gouvernementales se regroupent dans la Korea Creative Content Agency, la KOCA. Rien à voir avec la boisson. En seulement 5 ans, entre 1999 et 2003, l'économie de l'industrie du divertissement est multipliée par 5.
En 10 ans, les exportations culturelles de produits coréens passent de 12 millions à 172 millions de dollars par an, et entre 2007 et 2011, elles augmentent même de 25% par année. Et au départ, la Corée cherche à rester plutôt modeste. Certes, elle exporte sa culture, mais elle l'exporte surtout aux autres pays d'Asie. Sauf que le phénomène va prendre de l'ampleur et devenir bientôt international, un phénomène que les Coréens ont surnommé Hallyu. Et c'est en 2012 que ce phénomène va prendre de l'ampleur et qu'une chanson va tout changer. Stop! On n'a pas les droits! Bah ouais, comment parler de l'explosion de la culture coréenne sans parler de Psy et de son fameux Gangnam Style? Alors, quoi dire sur Gangnam Style? Les paroles nous présentent un mode de vie luxueux à la coréenne, avec le quartier le plus riche de Séoul, Gangnam-gu. Psy y parle de sa petite amie parfaite. Bref, la chanson est une vitrine d'un mode de vie luxueux à la coréenne, avec quand même pas mal d'autodérision, notamment dans sa chorégraphie. Et si, vous savez, là, le truc du cavalier, là, comme ça. Ouh! Waouh, tes capacités de danseur sont éblouissantes. Bon, sauf qu'à la base, en fait, cette chanson, elle n'a pas du tout été pensée pour être virale. Lors d'une interview pour Reuters, Psy explique que cette chanson est à l'origine produite seulement pour les fans de K-pop et de Corée du Sud. La première fois que cette vidéo attire l'attention d'un média étranger, c'est le 18 juillet 2012, lorsque les animateurs américains Katie et Mindy Anderson en font un thème de leur émission. Puis, le phénomène prend de l'ampleur sur le net, notamment sur Twitter, où le rappeur américain T-Pain partage la vidéo. Elle est ensuite reprise par le blogueur Gauper Newtman Zimmerman, qui poste ce message: « Cet artiste de hip-hop sud-coréen underground a-t-il sorti le meilleur clip de l'année le 30 juillet 2012 ?» Et à partir de là, le phénomène est lancé, il prend de l'ampleur aux États-Unis, puis par ricochet dans le monde entier. Et c'est en décembre de la même année que la vidéo dépasse le milliard de vues sur YouTube, et c'est la première vidéo au monde à réaliser cet exploit. Et on parle de 2012, à l'époque YouTube c'était pas encore le monstre qu'on connaît aujourd'hui. Mais oui, je me rappelle qu'à l'époque, tout le monde pensait que ce phénomène coréen allait aussi vite retomber qu'il était monté. Et on va pas se mentir, ça a été un petit peu le cas. Sauf que non! Parce que Psy, il a fait briller la culture coréenne Du Sud. Il l'a fait briller aux yeux du monde entier, et a fait par là même découvrir ce pays à pas mal de monde, qui ont alors commencé à s'intéresser à cette nouvelle culture, loin des États-Unis. En France par exemple, en 2012, le marché du manga est déjà pas mal implanté en France. J'en parle d'ailleurs dans cette magnifique vidéo que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vue. Non, vraiment, elle est excellente, allez-y. Et donc, les ados français ont déjà pris l'habitude de consommer japonais et vont, par ricochet toujours, commencer à consommer coréen. Parce que le mode de diffusion du soft power coréen, il est extrêmement bien pensé, et elle se divise en 4 étapes. D'abord, le pays s'occupe de produire du contenu culturel, comme des programmes télé, des films, de la musique. Dans un second temps, les consommateurs achètent de la marchandise directement dérivée de ces produits culturels. Puis, ils sont amenés à consommer des articles plus généraux provenant de Corée du Sud, et tout ça modifie la perception du consommateur sur le pays, donnant une image positive de ce dernier, ce qui est le résultat direct du soft power. Un autre phénomène qui illustre très bien ce schéma, c'est Squid Game. La série a cartonné sur Netflix, beaucoup de gens se sont donc mis à consommer des produits dérivés Squid Game, et pour ceux qui en voulaient toujours plus, ont commencé à consommer coréen, voire même ont visité le pays. On peut aussi citer BTS, Blackpink et pas mal d'autres groupes de K-pop très populaires, qui servent là encore de porte d'entrée à la K-culture. Non, pas celle de Kameto. Ah, mais puisqu'on parle de lui, on peut aussi s'intéresser à l'e-sport en Corée du Sud. Ils ont vraiment cherché à développer ce volet également. Et le mieux pour s'en rendre compte, c'est de constater le nombre de victoires de l'équipe T1, Telecom One, sur les mondiaux de League of Legends, le jeu e-sport qui s'est le mieux diffusé au monde. Ah mais d'ailleurs, tu voulais pas visiter la Corée du Sud justement pour cette raison, toi? Bah si, totalement, le soft power coréen, il a fonctionné sur moi. Mais même s'il a fonctionné sur moi, est-ce que la Corée du Sud a réussi son pari? Vous savez, celui dont je parlais en début de vidéo. Que t'as toujours pas défini, du coup?
le pari de miser sur le soft power, justement, d'utiliser la pop culture pour faire rayonner son pays à l'international, un peu ce qu'ont fait les États-Unis depuis les années 20. Donc pour savoir si ce pari est un pari réussi, on va parler chiffres. En 2024, deux économistes du FMI, le Fonds monétaire international, ont justement eu l'idée de classer les pays selon le critère du soft power. Alors pour ce faire, ils se sont basés sur plusieurs facteurs: la réussite commerciale, le rayonnement culturel, l'empreinte numérique, la qualité de l'éducation, l'action internationale et la qualité des institutions du pays. Bon, je vous passe les détails compliqués, mais ils sont arrivés à créer un indice de mesure du soft power par pays. Et sans surprise, la Corée du Sud arrive largement en tête. Et pour info, la France arrive 6e de ce classement, devant les États-Unis. Et ce soft power, il a des effets concrets sur l'économie du pays. En 2000, le PIB de la Corée du Sud était de 647 milliards de dollars. En 2024, il était de 1733 milliards de dollars, soit presque le triple. Alors évidemment, il n'y a pas que le soft power pour expliquer cette croissance du pays, mais c'est indéniable qu'elle y a quand même pas mal contribué. Mais bon, on commence un petit peu à s'éloigner de notre sujet de base, et puis surtout je suis pas économiste, donc j'espère que j'ai pas raconté trop de bêtises sur cette partie. Ouais, bon, en gros, toute cette partie de la vidéo, c'était pour nous dire que la culture coréenne, en ce moment, elle est largement mise en avant. Exactement, et c'est donc dans ce contexte qu'en 2025 va sortir un petit projet, K-pop Demon Hunter. Donc si on résume toutes nos questions depuis le début, le soft power, c'est la capacité d'un pays à exporter sa culture à l'international. Si on parle autant de la Corée du Sud en ce moment, c'est parce que le pays a énormément misé sur sa pop culture, son soft power, et que ça fonctionne très bien. Et donc, capitaliser sur la culture coréenne en ce moment, c'est un pari plutôt gagnant, même si l'on est un studio américain, ou dans notre cas, 2 studios américains. Attends, c'est pas un peu de l'appropriation culturelle du coup ? Pas vraiment, parce qu'en fait, depuis le début de cette vidéo, il y a un petit détail que je vous ai pas donné. Même si Sony Pictures Animation est un studio américain, la réalisatrice de K-pop Demon Hunter, c'est Maggie Geng, qui est canadienne. Et coréenne. Et elle a notamment bossé pour DreamWorks sur des films comme Kung Fu Panda 3, Le Chat Botté, pas celui avec le loup, ou encore Les 5 légendes, film un peu sous-coté si vous voulez mon avis. Et Maggie, elle a expliqué dans une interview qu'elle souhaitait faire un film qui mettrait en avant énormément la culture coréenne, sa mythologie, sa démonologie, mais aussi évidemment sa culture K-pop. Ah, d'où le titre! Ou le fait que les Saja Boys soient en tenue traditionnelle coréenne. Bon, ok, c'est pas de l'appropriation culturelle, mais tu nous as toujours pas expliqué pourquoi le film a autant cartonné. Déjà, on peut reconnaître la qualité du film. C'est un bon film. Le rythme y est maîtrisé, avec des séquences très rythmées qui collent bien aux musiques, et des moments plus poétiques et par conséquent plus lents, ce qui permet aux spectateurs de respirer. On a aussi des sujets qui sont très grand public, l'amour, l'amitié, la vision qu'ont les autres de nous, le fait de s'accepter soi-même, des thèmes qui sont assez récurrents, par exemple chez Disney, dont on aura l'occasion de parler très prochainement sur cette chaîne. Hashtag teasing. Mais en toute honnêteté, je pense que l'histoire du film, c'est peut-être son plus gros point faible. Je veux dire, j'ai jamais vraiment été surpris, on est sur du vu et du revu, et en fait, c'est pas grave, parce que le film, il mise pas sur ça pour charmer son public. Parce que, pour rappel, le studio derrière, c'est Sony Pictures Imageworks, à qui l'on doit Spider-Man Into the Spider-Verse, qui a su donner une véritable identité visuelle au film. Très coloré, très pop, saturé de couleurs vives, avec des personnages extrêmement expressifs, presque parfois caricaturaux du manga, et qui donne donc un univers visuel qui est instantanément captivant pour le spectateur. Ouais, enfin, un beau film, ça suffit pas à en faire un succès. Et c'est là qu'intervient la clé du succès de K-pop Demon Hunter, ses musiques. Des musiques originales créées pour le film, mais qui ont été avant tout pensées comme des véritables morceaux de K-pop, de telle sorte que même s'ils s'insèrent parfaitement dans le film et la narration, les musiques sont tout autant écoutables sans avoir vu le film, devenant ainsi un véritable outil de promotion. Des musiques comme Soda Pop ou Golden, qui cumulent respectivement sur la chaîne officielle de Sony Pictures 480 millions de vues et plus de 760 millions de vues. Sans compter les écoutes sur Spotify, Deezer et autres plateformes de streaming de musique.
Le reste, c'est un petit peu un effet boule de neige, hein. Les spectateurs vont aimer le film et donc le recommander à des connaissances qui elles-mêmes vont aimer le film et le recommander à d'autres connaissances, etc., etc. Et voilà comment on a le succès de l'année. Des musiques qui cartonnent parce que la K-pop cartonne en ce moment, un visuel fort, une histoire simple mais accessible à tous, le tout diffusé sur une plateforme aux plus de 300 millions d'abonnés et réalisé par l'un des studios qui a bossé sur pas mal de succès de l'année 2025. Ouais, en gros, tout était réuni pour faire de ce film une réussite. Sans compter que TikTok s'est très vite emparé du phénomène, avec des chorés sur les musiques du film, ou encore des edits, avec par exemple ce tigre que je trouve absolument adorable et qui m'a absolument convaincu de voir le film. Là encore, un bon exemple de la mise en valeur de la culture traditionnelle coréenne. Et c'est peut-être ça, le véritable tour de force de ce K-pop Demon Hunter, nous donner à nous intéresser à la culture traditionnelle de la Corée du Sud, en passant par une culture moderne pensée pour l'international. Ah non, je sens qu'il va le dire. Finalement, K-pop Demon Hunter est un film entre tradition et modernité. Oui, si c'était pour sortir ce genre d'analyse, t'aurais mieux fait de rester dans le coma encore un an. Hein. Bon, plus sérieusement, on a vu à quel point la Corée du Sud a surfé sur le succès du film pour promouvoir son tourisme, avec par exemple des shows de drones sur les musiques du film, ou encore la vente d'énormément de produits dérivés, à l'image de ce que Squid Game a pu proposer un peu plus tôt. Le film est tellement un succès qu'un second opus est déjà en préparation. Alors, pour résumer, si K-pop Demon Hunter a été autant un succès, c'est déjà parce que c'est un très bon film, avec de très bons outils de promotion, une très bonne communication, le tout diffusé sur une plateforme avec une base massive d'abonnés. Mais c'est aussi parce que le film surfe sur la vague K-pop qui cartonne en ce moment. Et si cette culture cartonne en ce moment, c'est bien parce que la Corée du Sud a investi en masse dans sa culture, et ce depuis les années 90, en visant une portée d'abord sur toute l'Asie, puis sur le monde entier. Parce que tout ça, finalement, ça contribue à donner une image populaire, dynamique, moderne, culturellement riche de la Corée du Sud à l'international. Un pays que l'on a envie de découvrir, nous, en tant que consommateurs de pop culture, que ce soit en musique, avec la K-pop, BTS, Blackpink, par ses séries, Squid Game, les K-dramas qui sont très en vogue sur Netflix, par ses performances internationales, notamment sur le volet de l'e-sport, on pense toujours à T1 sur League of Legends, et désormais par ses films. Avec donc K-pop Demon Hunter, par exemple. Mais en fait, il y a plein d'autres films sud-coréens qui ont déjà fait parler d'eux avant. On peut penser à Parasite par exemple. De plus, de nombreux magasins asiatiques ou non proposent des produits coréens à la vente. Et pour les plus motivés, c'est carrément le voyage qui est organisé, soit le simple voyage touristique pour une période donnée, soit carrément pour y vivre. Finalement, la Corée du Sud, c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'a été le Japon pour ma génération quand j'étais ado. Ouais, enfin ça remonte à loin, t'as 30 ans quand même. Ouais, merci de me le rappeler. Tiens, d'ailleurs, si ça vous intéresse, sachez que j'ai sorti sur la chaîne secondaire, en parallèle de cette vidéo, une autre vidéo où je reviens sur mes 30 ans, sur mes projets pour l'année 2026, donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est sorti là en même temps. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à la chaîne secondaire, car pour ce mois de décembre, on vous a réservé une belle surprise. Et oui, merci Groin pour cette magnifique transition, car en effet, c'est bientôt Noël, et pour ce mois de décembre, on vous propose un projet qui me tient énormément à cœur, notre calendrier de l'Avent Pop Culture 2025. Chaque jour, sur la chaîne secondaire Bolaro Life à 17h45, vous retrouverez donc une vidéo qui présentera une œuvre de pop culture de l'année, que ce soit une série, un film ou encore un jeu vidéo. 24 vidéos que vous pourrez donc déguster chaque jour et qui vous donneront de quoi vous occuper pour ce mois de décembre et même sûrement un petit peu au-delà. On vous donne donc rendez-vous demain pour la première case du calendrier de l'Avent Pop Culture de 2025. Et sur cette chaîne, on se retrouve, alors non pas à Noël, mais quelques jours après, le dernier dimanche du mois de décembre, pour une nouvelle vidéo dédiée à la pop culture. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker, à commenter, c'est le meilleur moyen de soutenir notre travail pour le moment. Bah oui, cette chaîne n'est pas encore éligible au boost, donc on va utiliser la bonne vieille méthode, on va compter sur vous et surtout sur vos partages. Merci de nous avoir suivis, promis on n'attendra pas un an avant de sortir une nouvelle vidéo. Et sinon, rendez-vous sur la chaîne secondaire pour le calendrier de l'Avent à partir de demain donc, mais aussi pour tous les autres formats de la chaîne, des vlogs, des tests, des coulisses des événements ou des tournages. Bref, il y a vraiment de quoi vous faire plaisir, en format vertical et en format horizontal, vous n'allez pas vous ennuyer. Et passez un très beau mois de décembre, à tout bientôt les jambons!